Bonsoir Éric Branca. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes journaliste et historien, auteur d'une quinzaine d'ouvrages. Le dernier en date, le voici, L'Aigle et le Léopard. C'est publié aux éditions Perrin, un livre très documenté qui décrit l'aveuglement des aristocrates anglais et allemands face à Hitler dans les années 1930 et qui montre à quel point les complaisances entre une large partie des élites britanniques et l'Allemagne nazie étaient malheureusement bien plus graves qu'on ne l'imagine. Alors je vous arrête tout de suite, vous avez parlé des aristocrates. Les aristocrates, c'est la face émergée de l'iceberg. On pense au très beau film de James Ivory qui s'appelle Les vestiges du jour, qui traite effectivement une partie de la question. On pense aussi à Édouard VIII et à ses aventures avec Wallis Simpson, dont on sait aujourd'hui qu'elle était évidemment un agent allemand. Mais il y a bien d'autres choses, et il y a notamment des complicités idéologiques, et puis il y a une fascination du national-socialisme dans la société anglaise qui traverse absolument toutes ses couches. Il y a des syndicalistes, des écrivains, des hommes politiques de gauche. Oswald Mosley, qui a créé le parti fasciste britannique, très spectaculaire dans les années 30, qui faisait de grands rassemblements, était certes un aristocrate. Très vieille famille britannique, une des plus anciennes familles de l'île d'origine normande. Mais il était aussi, on l'oublie, très important au parti travailliste. Il avait été ministre travailliste de MacDonald dans les années 20 et il avait raté de très peu de voix la présidence du Parti travailliste. Donc vous voyez, ça recoupait des franges très importantes de la société. Une frange très importante de la société, et c'est la raison pour laquelle je disais que ces complaisances sont bien plus grandes qu'on ne l'imaginait. Beaucoup de messages déjà dans le chat, avec notamment Claudius qui nous pose une question, ou plutôt qui nous donne une remarque sur la famille royale d'Angleterre qui a changé de nom. On va revenir bien sûr sur cette question parce que vous l'abordez dans votre ouvrage, mais avant cela, je voudrais continuer, Éric Branca, sur cette question de la collaboration. Il y avait les collaborationnistes purs et durs, vous en mentionnez certains, vous donnez quelques exemples dans votre livre, mais il y avait aussi ceux qui défendaient l'apaisement avec l'Allemagne. Il y avait donc deux catégories distinctes. Absolument. Alors, moi je n'emploie pas le mot collaborationniste parce que ça fait allusion à l'occupation, et l'Angleterre, heureusement pour elle, et heureusement pour nous, surtout heureusement pour nous, n'a pas été occupée. Donc c'était des gens qui étaient pour une alliance, et même beaucoup plus loin, pour un partage du monde avec l'Allemagne nazie. Les apaiseurs, c'était autre chose. On les appelle les apaiseurs en français, c'est Chamberlain, c'est Halifax. Ce sont des gens qui étaient des calculateurs et qui considéraient que, ma foi, si Hitler fichait la paix à l'Empire britannique, et c'était d'ailleurs le programme d'Hitler, de laisser l'Angleterre gérait son empire comme elle le souhaitait. Et c'était très important à l'époque pour l'Angleterre, parce que ça commençait à craquer de partout, notamment en Inde. Et si donc il y avait une entente là-dessus, on pouvait le laisser prendre des gages en Europe centrale, pourquoi pas aller jusqu'en Russie, dans des entretiens très intéressants qu'Hitler a avec des journalistes britanniques. Il ne cache pas son programme de colonisation de l'Europe de l'Est et de la Russie. Donc ça ne les gênait pas. Et évidemment, tout ça se faisait sur le dos de la France. Et ça explique toute la politique de concession à partir de 1936 jusqu'à Munich. Mais il n'était pas idéologiquement nazi pour autant. C'était de la realpolitik, on dirait en anglais, la balance of power, la politique d'équilibre. Est-ce que ça veut dire que pour eux, Hitler était de bonne volonté ? Ah oui, pour Chamberlain, jusqu'au bout, Hitler était un homme de bonne volonté, un chic type, disait-il, jusqu'en 1939. C'est-à-dire jusqu'à l'extrême fin de la politique d'apaisement, quand Hitler a déchiré sa promesse de Munich, a envahi la Tchécoslovaquie le 15 mars 1939, là, il s'est rendu compte qu'il était allé beaucoup trop loin et il a un peu redressé la barre. Mais c'était évidemment trop tard. Et pour son ministre des Affaires étrangères, Halifax, ça n'était même pas suffisant. Il fallait aller encore plus loin. Et on reviendra peut-être sur Churchill et son rôle vraiment décisif en 1940, mais si Churchill n'avait pas été là, il y avait de la part d'Halifax des négociations directes avec l'Allemagne en vue d'une paix séparée. On va revenir bien sûr sur cette question de Winston Churchill. Avant cela, donc bien avant, dans les années 1930, vous avez mentionné certains acteurs. Il y avait également des grandes banques, mais aussi des médias qui semblaient également acquis à la cause hitlérienne. Est-ce que vous avez là aussi des exemples et quelle était leur influence ? Alors, leur influence était énorme parce que Hitler avait des amis, surtout dans la presse, je dirais,
pas de gauche, mais de centre-gauche et plutôt pacifiste. C'était son intérêt. Et notamment, il y avait un homme qui s'appelait Lord Rothermere, qu'on appelait le Press Lord, qui avait le Daily Mail, le Daily Mirror, des journaux qui tiraient à 1 million, 2 millions d'exemplaires à l'époque, et bien d'autres, et qui faisait vraiment la promotion du national-socialisme comme un système qui pouvait, en Allemagne même et en Europe, bloquer les progrès du communisme, et qui le citait en exemple. Lord Rothermere avait sur son bureau, derrière son bureau, un portrait d'Hitler et avait envoyé sa propre photo à Hitler, qui lui, semble-t-il, ne l'avait pas accroché dans son propre bureau. Mais enfin, c'est vous dire, il est allé 10 fois en Allemagne à ce moment-là. Il y avait des correspondants qui étaient en permanence en Allemagne. Et quand, par accident, l'un d'eux ne disait pas suffisamment de bien, il était littéralement viré. Ce qui s'est passé pour un certain John Reed au Times de Londres, qui a été licencié à la demande personnelle d'Hitler et malgré l'intervention d'Halifax. Des messages à nouveau dans le chat sur la question de la famille royale. Alors on va y venir. On a entendu d'ailleurs tout à l'heure la réaction de certains citoyens britanniques qui réagissaient à cette photo, une photo qui a fait polémique avec on voit la future reine Elisabeth II, on voit là cette une du Sun, ce tabloïd britannique. Donc elle était alors enfant, elle fait un salut nazi encouragé par son oncle Hilar qu'on voit sur cette photo, le roi Édouard VIII. Cette scène se passe en 1933. La famille royale était-elle pro-nazie comme cette photo peut le laisser entendre? Alors, la famille royale, non. En tout cas, s'agissant de la reine, de la future reine, et s'agissant de son père, le futur roi George VI, évidemment non. Et ils l'ont montré pendant la guerre. Alors, pourquoi fait-elle ce geste? Mais il y avait derrière la photo, celui qui guide les petits-enfants, c'est-à-dire la reine, et la future reine Elisabeth et sa sœur Margaret, pour qu'ils fassent le salut nazi, c'est le futur roi Édouard VIII. Donc l'oncle d'Elisabeth II. L'oncle d'Elisabeth, qui lui était tout à fait acquis à ces idées, et qui avait d'ailleurs comme cousin et comme mentor un personnage assez sinistre qui s'appelait Edward à l'anglaise de Saxe-Cobourg-Gotha, qui était lui-même, qui avait pris la nationalité allemande en 1913 et qui était gradé et dans la SS et dans la Wehrmacht. Parce qu'il faut rappeler que la famille régnante d'Angleterre, ça change un peu aujourd'hui, mais jusqu'à Elisabeth II était totalement allemande. C'est-à-dire, famille de Hanovre depuis le XVIIIe siècle. Donc il y avait du sang allemand. Ah ben ils étaient totalement allemands jusqu'à Elisabeth. C'était les Hanovre et à partir de Victoria, les Saxe-Cobourg-Gotha. Donc c'était une famille d'origine allemande qui avait d'ailleurs pour devise, une devise allemande, jusque leur changement de nom en 1917. Ils ont changé de nom en 1917 parce que c'était quand même un peu énorme en pleine guerre de 14, alors qu'il y avait déjà 500 000 Anglais au tapis de garder un patronyme allemand. Et donc c'est là le début de la dynastie Windsor. Absolument. Ils se sont appelés Windsor et ils ont abandonné le patronyme de Saxe-Cobourg-Gotha. Est-il vrai que l'ancien roi Édouard VIII est allé jusqu'à encourager Hitler de bombarder la Grande-Bretagne? Alors, c'est presque pire. C'est presque pire. Bien sûr, c'est vrai. Bien sûr, on a toutes les preuves. Mais on a surtout, grâce aux mémoires d'un agent secret de la SS qui s'appelait Walter Schellenberg, on sait qu'à partir de 1939, après la déclaration de guerre, les Allemands avaient mis en réserve sur un compte suisse 50 millions de livres pour préparer la restauration du roi Édouard VIII si l'Angleterre avait été envahie par les nazis. C'est-à-dire que, et ils ne pouvaient pas ne pas le savoir. On a des écoutes du FBI lorsque Churchill les exile, comme exile le couple Édouard VIII, Wallis Simpson. Il les exile aux Bahamas, où il devient gouverneur des Bahamas, et le FBI les écoute. Et on a des écoutes absolument incroyables où on entend Wallis Simpson dire qu'une fois qu'Hitler aura gagné la guerre, elle prendra sa revanche sur cette abominable famille qui les a répudiés et qu'on verra ce qu'on verra. Cette fascination, elle était réciproque. Il y avait aussi une fascination de la part d'Hitler et de certains hauts dirigeants nazis pour le Royaume-Uni. Alors, de la part d'Hitler surtout.
Les dirigeants nazis, il y avait Rudolf Hess, bien sûr, mais ils ne la partageaient pas. Seulement, comme Hitler était Hitler, et on ne contestait pas sa stratégie. Mais c'était une fascination très ancienne. Il faut lire Mein Kampf, il faut lire le second livre, qui n'a jamais été publié à l'époque, dont on a eu connaissance bien plus tard, sur la politique étrangère, où il prône une alliance, et vraiment, j'ai employé le mot tout à l'heure, un partage du monde entre l'Angleterre et l'Allemagne. Donc c'était vraiment une fascination très profonde et très ancienne. À quand remonte cette fascination pour Hitler ? Depuis toujours. Et à quoi il a été formé par un intellectuel anglais, lui aussi, qui a pris la nationalité allemande en 1912, je crois, qui s'appelait Houston Stewart Chamberlain. Rien à voir avec le Chamberlain des accords de Munich. Ils étaient très vaguement cousins, mais ils ne se connaissaient pas. Et dont il dit qu'il était l'un des deux évangélistes du national-socialisme. Il y avait deux évangélistes à ses yeux, c'est ce qu'il dit dans Mein Kampf. C'est un Allemand qui s'appelait Dietrich Eckart et un Anglais qui s'appelait Houston Stewart Chamberlain, qui est mort en 1926, qui avait épousé la fille de Wagner et qui a épaulé Hitler idéologiquement jusqu'à sa mort en 1926. Dans ce contexte, on comprend encore plus le remous provoqué par cette photo publiée en 2005, je crois que c'est dans The Sun, où on voit le prince Harry déguisé, c'est un déguisement, le prince Harry avec un brassard nazi quand même. Absolument, il était déguisé en soldat de l'Africa Corps, et c'est le même prince Harry qui prétend que sa famille est raciste. Alors permettez-moi de rigoler 5 minutes. Vous citez un autre homme d'État britannique dans votre livre, Anthony Eden, qui était alors ministre des Affaires étrangères et qui dissuade la France d'intervenir en 1936 lorsqu'Hitler remilitarise la rive gauche du Rhin. Ça vous donne vraiment la mesure de l'isolement qui était celui de Churchill dans ces années-là. Car Eden, qui est devenu très proche de Churchill, qui a été son ministre des Affaires étrangères à partir d'octobre ou de novembre 1940, et qui est devenu absolument irréprochable après, était un apiseur dans les années 30. Un apiseur. Et c'est lui qu'on envoie dire aux Français, quand Hitler remilitarise la Rhénanie, surtout ne bougez pas, vous pourriez mettre en péril la paix de l'Europe. Alors qu'on sait maintenant que c'était la seule et la principale occasion que nous avions pour l'arrêter. On sait que cela aurait pu changer le cours de l'histoire, mais est-ce que nous n'avons pas été naïfs ? Est-ce que les Anglais n'ont pas été naïfs, comme la France, comme un peu tout le monde finalement à cette époque-là ? La France a été plus naïve que les Anglais. Les Anglais ont été calculateurs. Et je reviens encore à Churchill, qui lui-même disait aux dirigeants français qu'il rencontrait, les Paul Reynaud, les Daladier, les Georges Bonnet, tous les apiseurs français, il leur disait « Mais pourquoi est-ce que vous écoutez le gouvernement britannique ?» Churchill était dans l'opposition à tout ça, lui, déjà. Et il leur disait, mais vous travaillez contre vos intérêts, car si entente il y a, elle se fera sur le dos de la France. Les Anglais ont-ils directement ou indirectement participé au réarmement de l'Allemagne nazie ? Ah, tout à fait directement. Tout à fait directement. D'abord, en agissant dès les années 20 pour dissuader les Allemands de payer les réparations, les Américains aussi d'ailleurs. Il y avait un homme très important qui s'appelait Montagu Norman, qui était le gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui était l'intime du futur ministre des Finances d'Hitler, Hjalmar Schacht, qui était dans les années 20, au temps de Weimar, le patron de la Reichsbank, et ils ont spilé contre le franc au moment de l'occupation de la Ruhr par Poincaré pour faire déguerpir les Français de la Ruhr et pour organiser l'insolvabilité de l'Allemagne. Donc ils ont indirectement permis à l'Allemagne d'investir dans son armement et ensuite directement, par exemple en négociant secrètement en 1935 le fameux traité naval franco-allemand qui allait donner, anglo-allemand qui allait donner à l'Allemagne une priorité maritime tout à fait considérable. Un traité que l'on peut concevoir aujourd'hui comme une sorte de réponse au traité de Versailles de 1919 qui a laissé des traces. De réduire à néant le traité de Versailles. Est-ce qu'il n'y avait pas aussi, comme l'une des clés de compréhension de ces accointances entre l'Allemagne nazie et les Britanniques à cette époque-là, cette volonté commune de lutter contre l'expansion du communisme ? Si, bien sûr. C'était très important chez les Anglais. C'était très important chez les Anglais et ils voyaient d'un très mauvais œil la politique d'Hurwer qui était celle de la France, qui a toujours été la politique traditionnelle de la France, d'avoir des alliés en Europe centrale contre l'Allemagne. Et notamment Pierre Laval,
qui n'était pas ce qu'il est devenu, par définition, et qui avait négocié le pacte franco-soviétique en 1935, qui était un pacte qui était très judicieux d'un point de vue géopolitique, puisqu'il prenait l'Allemagne de revers, et les Anglais voyaient ça d'un très mauvais œil, bien sûr. Et finalement, l'Angleterre a été sauvée de cette coupable complaisance par l'arrivée au pouvoir donc de Winston Churchill en 1940. Comment est-ce qu'il va opérer pour sauver l'Angleterre de ce C'est un coup de poker absolument extraordinaire. En fait, il y a deux coups de poker, et il y a un qui va perdre, c'est Hitler, et celui de Churchill. Celui de Churchill, c'est de ne pas répondre immédiatement aux propositions d'Hitler de faire la paix au moment de l'affaire de Dunkerque, quand le corps expéditionnaire britannique, 400 000 soldats, sont bloqués à Dunkerque, dos à la mer. France, ouais. C'est là que tout s'est joué. En mai-juin 1940, Hitler propose la paix. Et la moitié, plus quelques voix du comité de guerre, du gouvernement britannique, sont pour accepter cela. Hitler dit, on les bloque, si la Wehrmacht avance, on détruit le corps expéditionnaire, par conséquent, ils vont signer la paix. Et Churchill dit, laissez-moi quelques jours avant de répondre, nous allons tenter le rembarquement. Et si le rembarquement rate, évidemment, nous verrons. Et donc, il va se servir de ces 8 jours de répit pour tenter et pour réussir la fameuse opération Dynamo, le rembarquement du corps expéditionnaire, et Hitler lui-même va perdre son coup de poker, puisque la Luftwaffe ne va pas suffire à détruire la flotte britannique et le corps expéditionnaire. Merci beaucoup Éric Branca, c'est passionnant, et si vous voulez prolonger nos échanges, je vous recommande cet ouvrage, L'Aigle et le Léopard, les liaisons dangereuses entre l'Allemagne et le Troisième Reich. Merci beaucoup Éric Branca d'être venu dans Point de vue ce soir.